J'ai changé plusieurs fois de titre. Là, j'ai pris un titre un petit peu différent de celui que j'avais annoncé initialement. Et mon titre est donc actuellement « Avancées et régression du droit et de la justice internationale, le cadre de la Cour pénale internationale et le problème général de l'impunité des États puissants ». Alors, en fait, la période que je vais traiter, donc 1990-2009, est une période qui est contrastée. Bon, vous le savez tous, on a assisté pendant cette période à de très grandes avancées du droit et de la justice internationale, des avancées qui sont a priori très importantes et qui sont dues d'ailleurs tout d'abord à tous ceux qui se sont battus pendant des années et des dizaines d'années pour les droits humains. Alors parmi ces avancées, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous les connaissez, le développement de la justice internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, avec les tribunaux spéciaux, 93-94, la Cour pénale internationale, traité de Rome 98, et l'adoption dans différents pays, pendant cette même période, de lois dites de compétence universelle. Autre exemple d'avancée, c'est l'affirmation par les Nations Unies de la responsabilité internationale de protéger les populations contre les mêmes crimes, crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité, etc. Résolution qui a été réaffirmée dans plusieurs résolutions des Nations Unies dans les années 2000. Le Conseil de sécurité des Nations Unies déclarant à cet égard qu'il se réserve de juger que des événements internes à un pays représentent une menace pour la paix et la sécurité internationale, ce qui lui permet d'intervenir sous le chapitre 7 de la Charte, en dépit du principe de souveraineté des États à l'intérieur de leurs frontières. D'autres avancées qu'on peut mentionner sont de nouvelles conventions sur les armes. Il y a la convention de 93 qui interdit les armes chimiques, entre autres, 97, interdiction des mines antipersonnelles, et en 2008, l'an dernier, la convention interdisant les armes à sous-munitions, conventions qui ont été les unes et les autres ratifiées par 100 à 150 pays, ou en voie de ratification en ce qui concerne la dernière. Bon. Alors, le problème, je vais plutôt parler dans mon exposé, non pas des avancées, mais de ce qui va moins bien ou qui n'y va pas. Bon, en fait, on s'aperçoit que pendant toute cette période, 1990-2009, les États puissants, et en particulier les États occidentaux, ont très largement en fait réussi à verrouiller ces avancées et à les détourner en partie à leur profit. Et c'est de cette partie-là que je vais parler. Alors, ce verrouillage, il se fait d'abord, bien entendu, ça c'est pas nouveau, par le pouvoir des États puissants au sein du Conseil de sécurité, avec leur droit, ce qu'on appelle leur droit de veto, ce qui fait que les États puissants ne commettent jamais de crimes d'agression selon le Conseil. Et la responsabilité de protéger, disons, le moins qu'on puisse dire, c'est que jusqu'à ce jour, elle a été utilisée de manière plutôt sélective selon les intérêts et les souhaits des États puissants. Ce verrouillage se fait aussi grâce à leurs moyens de pression sur les autres pays et voire sur les organes qui sont supposés rendre la justice internationale, j'y reviendrai plus tard. Mais un aspect sur lequel je voudrais insister d'abord est un aspect un peu différent qui se passe au niveau du droit. Bon, les États occidentaux, nous le savons, veulent se présenter comme de grands défenseurs de la liberté, la démocratie et le droit, la justice, y compris le droit humanitaire, Convention de Genève, etc. Bon. Et ça, c'est pas nouveau. Ils ont toujours prétendu, même quand ils commettaient les pires crimes, d'Hiroshima à nos jours, ils ont toujours prétendu qu'ils respectaient le droit en produisant souvent des arguments, disons, spécieux et hypocrites pour expliquer que, soi-disant, ils avaient respecté le droit, ce qui en général n'était pas le cas. Bon. Alors, c'était une situation qui est devenue gênante pour les États puissants, y compris occidentaux, qui est devenue gênante dans la période qui a commencé à partir de 1990, d'abord parce que après la disparition de l'Union soviétique, ils ont eu le pouvoir mener leur guerre à leur façon, sans entrave. Or, il y avait quand même des entraves qui venaient précisément des principes de la Charte des Nations Unies, qui interdisaient les actes d'agression. Et la Charte des Nations Unies reconnaît la légitime défense au cas où un pays est l'objet lui-même d'une agression armée. En revanche, elle ne reconnaît pas le principe dit de légitime défense préventive que les États puissants veulent utiliser à leur profit, selon lequel donc, ils auraient le droit d'attaquer d'autres pays s'ils estiment qu'ils sont l'objet de menaces de la part de ces autres pays. Ça c'est un premier point. Alors une deuxième raison qui a rendu la situation un petit peu gênante pour ces pays, c'est l'adoption en 1977 d'un texte fondamental qui était une avancée majeure du droit humanitaire, qui est le protocole 1 additionnel aux conventions de Genève.
Alors ce protocole donc, est venu après les luttes de libération nationale qui ont eu lieu tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, dont la lutte de libération algérienne. Nous avons l'immense privilège d'avoir avec nous aujourd'hui aussi Naït Ahmed, qui nous parlera cet après-midi. Et bon, ce protocole, parmi les dispositions de ce protocole, il y a, bon, pour schématiser, disons, l'interdiction des méthodes de guerre susceptibles d'entraîner des dommages graves aux populations civiles ou à l'environnement. Ce qui était beaucoup moins vrai dans les conventions de Genève elles-mêmes, qui étaient beaucoup plus limitées. C'est un protocole d'ailleurs qui aussi représente une reconnaissance des mouvements de résistance, des mouvements de libération nationale. Il reconnaît certaines spécificités des luttes de guérilla. Et bon, c'est un protocole qui s'applique aux conflits dits internationaux, comme c'était le cas d'ailleurs des conventions de Genève elles-mêmes, à l'exception d'un de leurs articles. Mais il spécifie que les conflits internationaux auxquels il s'applique incluent les luttes des peuples contre la domination coloniale, contre l'occupation étrangère ou contre les régimes racistes, je cite le protocole, etc., dans l'exercice des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, le protocole a quand même été ratifié par 168 pays, ce qui est beaucoup, à titre de comparaison. Les conventions de Genève elles-mêmes ont été ratifiées universellement, ce qui est encore mieux. Les deux derniers pays l'ont fait fin 2006 pour les conventions de Genève de 1949. Le protocole, donc 168 pays à ce jour. Ce qui est beaucoup. Le statut de la Cour pénale internationale a été ratifié à ce jour par 110 États. C'était 108 il y a quelques mois, aujourd'hui c'est 110, il y a un petit progrès. Cela dit, bon, il est vrai que le protocole n'a pas été ratifié par des États très importants, comme tout d'abord les États-Unis ou Israël, ou encore d'autres comme l'Inde et le Pakistan. On peut aussi citer le Sri Lanka, à propos quand on pense aux événements qui ont lieu cette année dans ce pays. Et par ailleurs, il est vrai aussi que les 5 grands pays européens, et ça, moi, je trouve que c'est quand même extrêmement notable. Les 5 grands pays occidentaux, donc européens, France, Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni, l'ont ratifié, mais avec beaucoup de réserves au sens juridique, sur lesquelles je vais revenir, et qui font perdre quand même une grande partie de sa valeur à leur ratification, précisément dans les domaines que j'ai mentionnés, bombardement, causant de graves pertes civiles, ou reconnaissance des mouvements de résistance. Donc voilà, donc il y avait pour toutes ces raisons, donc la situation était un petit peu gênante pour les États puissants, en particulier occidentaux, et ils ont procédé, il faut bien le dire, dans cette période, à des entreprises de transformation du droit à leur profit, et c'est de ça que je vais parler dans une première partie. Dans une deuxième partie, je reviendrai sur un bilan rapide de la justice internationale à ce jour. Alors, cette transformation du droit s'est traduite, y compris dans les statuts des tribunaux spéciaux, et dans le statut même de la Cour pénale internationale. Donc, je vais parler surtout du statut de la Cour pénale internationale pour simplifier l'exposé. Alors, je précise que, bien entendu, ce n'est pas une critique de fond contre la Cour pénale internationale en soi. La Cour pénale internationale, à beaucoup d'égards, est une immense avancée du droit, et c'est une immense, et à la fois par son statut et ses actions, c'est une immense avancée dans beaucoup de domaines, comme les génocides, massacres à terre, massacres commis à terre, viols, enrôlement forcé d'enfants dans les groupes armés, etc. Le statut inclut aussi des dispositions très importantes concernant le droit des victimes et leur rôle dans les procédures juridiques. Cela dit, en ce qui concerne les crimes des États puissants, crimes d'agression et crimes de guerre, il faut malheureusement constater que c'est de régression qu'il faut parler et non pas d'avancée, et c'est de ça que je vais parler maintenant. Donc, première partie, donc, le cas des bombardements, des armes et des crimes d'agression, le statut de la Cour pénale internationale. Alors d'abord, le cas des bombardements causant de graves pertes civiles. Alors, à ce sujet, le statut de la Cour pénale internationale a repris les articles du protocole, ou aussi des conventions de La Haye d'un siècle plus tôt, 1899. Il les a repris, mais en les modifiant par des ajouts et des omissions. Voici quelques exemples. Articles du protocole sont des crimes de guerre, je cite, des attaques menées contre des personnes ou des populations civiles, fin de citation. Le protocole précise par ailleurs, de 1977, que la présence de non-civils isolés ne prive pas, je cite, ne prive pas la population de sa qualité civile. Que dit le statut de la CPI? Sont des crimes de guerre, des attaques délibérées menées de manière intentionnelle contre des personnes ou des populations civiles en tant que telles. Alors où est le problème? Le problème, c'est que là-dessus, tout le monde est d'accord, y compris les États-Unis et Israël, qui passent leur temps dans les conférences internationales à expliquer que, effectivement,
eux ne visent jamais les civils en tant que tels, contrairement aux terroristes, comme ils disent. Bien. Alors bon, ça ne veut pas dire que les pays comme les États-Unis Israël ne mènent pas ce type d'action vis-à-vis des civils en tant que tels dans la pratique, ça peut exister. Mais s'il y a des cas trop flagrants, les États-Unis et Israël même poursuivront quelques exécutants, quitte à les libérer rapidement par la suite. Ici, il y a pression de l'opinion pour ces poursuites. Mais le problème essentiel n'est pas là. À mon sens, le problème essentiel, c'est celui des bombardements qui causent de graves pertes civiles et qui sont menés parce que une présence militaire ennemie, plus ou moins importante ou plus ou moins minime, est suspectée à tort ou à raison au sein de la population. Et même si c'est à tort que cette présence était suspectée, ça ne tombe pas sous le coup de l'article de la CPI que je viens de dire. Autre exemple de modification, ce sont aussi des crimes de guerre selon celle de la CPI, les attaques menées contre des biens de caractère civil qui ne sont pas des objectifs militaires. C'est cette partie-là qui est importante. Et aussi, d'ailleurs, dans le même statut de la CPI, les attaques, je cite, contre des villes, villages, bâtiments et habitations qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires. Et ça, cette partie-là, et qui ne sont pas des objectifs militaires, a été, dans ce dernier cas, rajoutée. Pouvez-vous... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je me recule? Merci. Oui, excusez-moi, apparemment j'utilisais mal le micro et je remercie donc de me l'avoir signalé. Donc je me retire je me recule. Donc voilà. Et donc dans le deuxième cas, c'est ajouté qui ne sont pas objectifs militaires est un ajout aux conventions de La Haye de 1899. Un texte. Bien. Alors le problème est le suivant, c'est que qu'est-ce que c'est qu'un objectif militaire? Alors ça, c'est bien défini dans le protocole. Dans le cas s'agissant de biens civils, ça peut inclure des infrastructures civiles, des biens de nature économique. Ce sont les objectifs dont la destruction apporte, en l'occurrence, dans les circonstances du moment, c'est ce que le texte du protocole, un avantage militaire précis. Le problème, c'est qu'il y a d'autres définitions, dont je pourrais lire les textes, mais là, je n'ai pas le temps, et qui sont celles de pays comme les États-Unis, Israël, et aussi en grande partie des pays européens, qui ont une définition très élargie de ce que sont, s'agissant de biens civils, des objectifs militaires. Ça pourrait être tous les biens civils qui, à un moment ou à un autre, pourraient être directement ou indirectement utiles à l'adversaire tout au long de, comme ils disent, l'opération militaire enclenchée. Alors, le statut, autant donc, le protocole définissait et donnait sa définition que j'ai rappelée, le statut de la CPI ne donne pas de définition et il ne fait aucune référence au protocole. Donc, ça donne une ambiguïté, ça laisse une ambiguïté très importante. On peut l'interpréter de différentes manières. Mon dernier exemple que je donnerai pour les bombardements, chez les bombardements, il y a un autre statut de la CPI qui indique que, s'agissant donc d'objectifs militaires, de manière générale, sont aussi des crimes de guerre, des attaques menées en sachant qu'elles vont causer des pertes civiles incidentes. Alors, le protocole disait excessif par rapport à l'avantage militaire direct et concret attendu. Le statut de la Cour dit qui serait manifestement excessive par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire attendu. Qui serait manifestement. Alors, quand le procureur de la Cour a été saisi de plaintes concernant les bombardements britanniques en Irak, ça c'était dans les débuts de la guerre, en 2003, le procureur a reconnu l'existence de ces bombardements qui ont causé de graves pertes civiles, moins graves que celles des États-Unis, que ce qu'ont fait les États-Unis, c'est vrai, enfin, il l'a reconnu, mais il a dit, je le cite, il a dit, l'article du statut se fonde sur les principes de l'article correspondant du protocole, je vous ai donné les deux, mais il en restreint l'interdiction pénale au cas qui serait manifestement excessif, etc. Il souligne lui-même le mot manifestement, et il dit, moi je ne suis pas en état de dire que c'est manifestement excessif, donc je ne poursuis pas. C'est un des arguments qu'il a donné pour rejeter les plaintes. Il pouvait agir à propos des crimes éventuels commis par la Grande-Bretagne en Irak, parce que la Grande-Bretagne a adhéré à la Cour, donc ça lui permet d'agir de sa propre initiative, ce qu'il ne pouvait pas faire vis-à-vis des États-Unis qui n'y ont pas adhéré à ce jour. Bien. Alors maintenant, il y a aussi d'ailleurs cette notion d'ensemble qui est importante, parce qu'il y a cette notion d'ensemble de l'avantage militaire qui a été rajoutée par la CPI qui n'était pas dans le protocole. Alors, a priori, on peut considérer que c'est relativement anodin, mais en vérité, ça peut conduire aux interprétations qui sont celles des grands pays occidentaux européens, et qui avaient déjà dit, et ça a repris une des réserves qu'ils avaient faites au sens juridique, lorsqu'ils avaient ratifié le protocole.
Par exemple, bon, ils avaient dit, la France disait, pour le gouvernement français, l'avantage militaire doit signifier, je cite, hein, l'avantage de l'ensemble de l'attaque et non pas des parties isolées ou particulières de l'attaque. Donc ça donne au mot attaque en quelque sorte le sens de l'ensemble d'une opération militaire qui est enclenchée et qui comprend un grand nombre d'opérations particulières. Voilà. Alors bon, quand on dit tout ça, la conclusion, bien entendu, les États puissants considèrent qu'ils regrettent toujours énormément les pertes civiles qu'ils causent, mais ils considèrent que les pertes civiles ne sont jamais manifestement excessives par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire attendu, qui est de détruire rapidement l'adversaire. Bon, pour résumer, pour terminer avec ce problème des bombardements, on peut dire simplement que le statut de la CPI donc, présente un grand nombre d'ambiguïtés qui permettent différentes interprétations. Alors, le problème des ambiguïtés, c'est qu'effectivement, ça permet de choisir l'interprétation qu'on veut, comme on veut, et jusqu'à présent, en ce qui concerne les États puissants, la justice internationale a choisi des interprétations qui leur sont plutôt favorables. Bon, je passe au cas des armes. Bon, je vais passer rapidement parce que je crois qu'il ne faut pas que je dépasse mon temps quand même. On a beaucoup de conférenciers éminents par la suite. Bon, je dirais simplement chez des armes qu'il se trouve dans le statut de la CPI, les seules armes dont l'utilisation est un crime de guerre sont celles qui étaient déjà interdites un siècle plus tôt dans les conventions de La Haye. Armes empoisonnées, les balles qui s'aplatissent ou s'épanouissent dans le corps humain, et les gaz asphyxiants toxiques ou similaires. Les gaz asphyxiants qui étaient déjà interdits en 1899, hein, avant la Première Guerre mondiale, avec une toute petite restriction technique qui a été levée dans un protocole de Genève de 1925, après la Première Guerre mondiale. Ce sont les seuls dont l'utilisation est un crime de guerre selon le statut. Il n'y en a pas d'autres, c'est surprenant, mais c'est comme ça. Alors, le statut de la CPI, Cour pénale internationale, ajoute, il est vrai, que pourraient s'ajouter d'autres armes à cette liste, à condition qu'elles fassent l'objet d'interdiction générale et d'amendement au statut. Interdiction générale, c'est très rarement le cas. C'est en général quand des traités sur des conventions interdisant spécifiquement certaines armes existent, ils sont ratifiés, je vous dis, au maximum par 100-150 pays. Les conventions sur les mines antipersonnelles et les armes à sous-munitions ont été ratifiées, il faut le reconnaître, par les pays occidentaux européens, ils n'ont pas été par d'autres États puissants comme les États-Unis, Israël, la Russie ou autres. C'est un problème qui devrait être discuté. Peut-être j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter lors de la procédure de révision du statut de la Cour pénale internationale qui est prévue pour avoir lieu, qui devait avoir lieu en 2009, qui va avoir lieu en 2010. On verra bien ce qui va s'y passer. Et alors je reviens toujours à propos du statut de la CPI, un dernier problème que je mentionne, et j'en aurai terminé très brièvement, c'est les problèmes des crimes d'agression. Alors chez les crimes d'agression, le statut de la Cour indique que la Cour, la CPI, a vocation à juger les responsables de crimes d'agression. Ça c'est bien, c'est-à-dire elle ajoute que ça sera fait elle pourra le faire lorsque les États parties se seront mis d'accord sur la définition de ce crime et ses modalités d'application. Alors quand je dis ça, qu'ils seront mis d'accord sur la définition du crime, moi je suis quand même extrêmement surpris, puisque ce crime est défini déjà dans la charte, et il y a une résolution ultérieure des Nations Unies, de l'Assemblée Générale des Nations Unies, par exemple c'est la 314 de 1974, qui le définit de manière extrêmement détaillée. Et dans les deux cas, l'idée de légitime défense à titre préventif, dont j'ai parlé précédemment, est totalement exclue. Bon, apparemment, il semble que les États puissants veulent réintroduire dans le statut cette idée de légitime défense préventive. Légitime défense préventive, c'est un des arguments que les États-Unis avaient utilisé lorsqu'ils avaient attaqué l'Irak en 2003, sur la base du fait qu'il fallait attaquer l'Irak, c'était nécessaire, parce que sinon l'Irak représentait une telle menace pour les États-Unis qu'il allait détruire les États-Unis, c'est bien connu. Bon, c'est aussi l'argument qui serait utilisé pour attaquer l'Iran. Donc il semblerait que les États puissants veulent réintroduire cette notion de légitime défense préventive à leur profit dans le statut. Et au sujet des modalités d'application, les États puissants ne veulent pas naturellement que ce soit la Cour elle-même qui puisse décider s'il y a eu ou non crime d'agression, que la Cour ne puisse intervenir qu'à la demande du Conseil de sécurité. Et évidemment, les États puissants vu leur droit de veto, ne commettent jamais de crime d'agression selon le Conseil. Voilà. Donc là aussi, ça aussi, c'est une question qui devrait être discutée
lors de la procédure de révision du statut. J'espère qu'on en saura plus peut-être demain avec Simon Forman, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais qui va nous parler demain, qui est le président donc, de la coalition française pour la Cour pénale internationale et qui interviendra demain. Bon, je vais maintenant passer à la deuxième partie de l'exposé, que je vais traiter assez brièvement, ne vous inquiétez pas. Donc un bilan de la justice internationale et le problème de l'impunité des États puissants. Alors si on fait un bilan de toute approche de la justice internationale confondue, on s'aperçoit qu'il y a eu effectivement beaucoup d'actions de la justice internationale, et il y a eu un grand nombre de poursuites qui ont souvent été suivies d'arrestations et de condamnations, y compris les arrestations de 3 anciens chefs d'État, et un mandat d'arrêt, comme vous le savez, lancé comme un chef d'État en exercice, le chef d'État actuel du Soudan. Donc ces poursuites, arrestations, etc., ont concerné des ex-Yougoslaves, des Africains de plusieurs pays, des Afghans, des personnes d'Amérique du Sud. Et tout ça, je ne veux pas minimiser l'importance de tout ça, mais ce n'est pas mon sujet ici. En revanche, on s'aperçoit qu'aucune plainte, malgré les efforts de tous ceux qui se battent pour les droits humains, aucune plainte n'a pu aboutir à l'encontre de dirigeants ou responsables d'États puissants. Aucune. Alors quelles en sont les raisons de cette impunité? Il y a plusieurs sources de cette impunité. Il y a d'abord cette transformation du droit dont j'ai parlé dans les statuts des tribunaux spéciaux ou de la Cour pénale internationale, qui rend plus difficile les poursuites, par exemple en ce qui concerne les bombardements causant de graves pertes civiles. Ensuite, il y a les modalités statutaires sur lesquelles les différents organes de justice peuvent intervenir. Par exemple, la Cour internationale de justice des Nations Unies ne peut intervenir que si les États que sur plainte, il faut qu'il y ait plainte d'un État membre des Nations Unies, et même s'il y a cette plainte, elle ne peut intervenir que si les autres États les États qui sont impliqués dans la plainte acceptent sa juridiction. Pour la Cour pénale internationale, c'est un peu plus large, le procureur peut en principe agir de sa propre initiative, dès lors qu'au moins un des États concernés a adhéré à la Cour ou a déclaré accepter sa juridiction. Et ce qui ne règle quand même pas les problèmes. Par exemple, pour la Russie en Tchétchénie, la Tchétchénie n'est pas un État, il n'y a qu'un seul État en cause qui est la Russie. Pour les crimes commis par les États-Unis en Irak, le gouvernement irakien qui a été mis en place sous occupation militaire, aux surprises, n'a pas déclaré accepter la juridiction de la Cour pénale internationale. Bien, donc ça ne règle pas tous les problèmes. Enfin, alors, tous ces problèmes-là, d'ailleurs, peuvent être très facilement résolus par le Conseil de sécurité. Par exemple, en ce qui concerne les crimes commis au Darfour, le Conseil de sécurité a demandé à la CPI d'intervenir, la Cour pénale internationale, ce qu'elle a fait. Il pourrait le faire à propos des crimes commis par les États-Unis en Irak, mais aux surprises, le Conseil de sécurité ne le fait pas. Bon. Il y a aussi d'autres raisons qui sont les missions. Dans le cas des tribunaux spéciaux, c'est les missions qui sont attribuées par les Nations Unies aux tribunaux spéciaux sous son égide. Par exemple, on a parlé du tribunal, Stéphane Hessel nous a parlé du tribunal sur le Cambodge, et il est extrêmement heureux qu'il y ait ces poursuites contre les crimes horribles, contre les responsables des crimes horribles, terribles, qui ont été commis par les Khmers rouges. Bon, cela dit, dans la période qui a juste précédé les Khmers rouges, c'était la période du gouvernement Lon-Nol, 1971-75, le gouvernement mis en place par les États-Unis, il y a déjà eu des crimes horribles, y compris des bombardements intensifs commis par les États-Unis et autres, et des différentes sources, même les plus faibles, parlent d'au moins 300 000 victimes à l'époque. Les sources parlent entre 300 000 et 800 000. Bon, ça, on n'a pas le droit d'en parler parce que les États-Unis, naturellement, l'ont interdit aux Nations Unies. Pour le Liban, c'est le tribunal sur le Liban, poursuit et destiné, sa mission est de poursuivre les problèmes d'assassinat politique qui ont lieu au Liban, ce qui est effectivement un problème grave pour le Liban. Rien concernant les crimes commis par Israël au Liban pendant l'été 2006. Voilà. Donc, cela dit, je voudrais quand même rajouter, et je terminerai rapidement avec ça, que même tenant compte de toutes ces restrictions qui sont apportées aux possibilités d'action de la justice internationale, il y a un certain nombre de cas où la justice internationale aurait pu et aurait dû agir, et je constate simplement qu'elle ne l'a pas fait. Si on reprend le cas de la Cour internationale de justice des Nations Unies, elle aurait pu agir en ce qui concerne les guerres qui ont été menées par les États-Unis, la Grande-Bretagne et les autres en Irak en 2003, et qui ont été menées par l'OTAN en 1999 contre la Serbie. Elle aurait pu agir parce que les États-Unis n'acceptent pas la juridiction de la Cour. En revanche, les pays européens acceptent par principe la juridiction de la Cour, ce qui est bien de leur part.
ce qui est bien de leur part, soit. Cela dit, en 2003, le représentant de l'Irak aux Nations Unies, quand il y avait encore le régime de Saddam Hussein, il s'est donné comme un beau diable pour saisir, entre autres, la CIJ, la Cour internationale de justice, qui a joué la montre, et le gouvernement qui a été mis en place très rapidement après par les États-Unis en Irak, aux surprises, n'a pas souhaité accepter la juridiction de la Cour. Donc, ce qui a terminé l'affaire. En 1999, ça a été un peu différent pour l'affaire. Il s'agit donc ces guerres, il faut bien voir ces deux guerres, la guerre de 1999 de l'OTAN contre la Serbie, de 2003 contre l'Irak, toutes les deux ont été menées en dehors du cadre des Nations Unies et sont très probablement illégales, ce qui est d'ailleurs très largement reconnu, même si on peut en discuter, mais là je n'ai pas le temps de le faire. La Cour internationale de justice aurait dû en juger. Alors pour ce qui concerne le cas de 1999, après maintes péripéties dues à des manœuvres dilatoires européennes, qui acceptaient en principe la juridiction, mais qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour retarder les jugements, la Cour était au point où elle devait juger en 2004. Et c'est à ce moment-là qu'elle a sorti du chapeau un argument assez abracadabrantesque. Elle s'est brusquement posé la question, est-ce qu'après tout la Serbie était membre des Nations Unies en 1999, après la dislocation d'ex-Yougoslavie? La Serbie avait continué à participer à toutes les activités des Nations Unies pendant toute cette période. Je ne discute pas le problème de fond du Kosovo, hein, c'est hors de ce que je parle de problème de droit. Hein. Donc la Cour a dit, et la Cour a conclu, après tout, c'est pas clair. Donc si la Serbie n'était pas membre des Nations Unies, elle ne pouvait pas saisir la Cour, donc clôture du dossier, on n'en parle plus. Bon. À la décharge de la CIJ, dans d'autres cas, elle a eu un peu plus de courage. Par exemple, à peu près dans la même période, elle a déclaré la construction du mur en Cisjordanie occupée illégale, ce qui est positif. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il s'agissait non pas d'un jugement, comme ce qu'elle devait faire dans les cas précédents que j'ai mentionnés. Dans ce cas-là, il s'agissait uniquement d'un avis consultatif, c'est-à-dire qui n'a pas force exécutoire, que personne n'a suivi, ni le Conseil de sécurité, ni Israël, bien entendu. Et en plus, dans ce deuxième cas, il n'y avait pas d'opposition frontale au Conseil de sécurité qui, lui, n'avait jamais condamné ces guerres de l'OTAN ou des États-Unis et autres pays, qui ne les avaient jamais condamnées comme des guerres d'agression. La Cour internationale de justice, si elle avait jugé, elle aurait dû probablement reconnaître qu'il s'agissait de guerres d'agression. Bon, elle a préféré s'en sortir par les méthodes que je vous ai expliquées. Bon, juste un petit mot, parce que je crois que je vais bientôt arriver à la fin de mon temps. Alors, en ce qui concerne la Cour pénale internationale, j'ai mentionné le cas des bombardements britanniques en Irak. Il y a un deuxième cas qui est intéressant, c'est le cas de l'Afghanistan. Le procureur de la CPI pouvait agir de sa propre initiative à propos des crimes commis par les États-Unis en Afghanistan. Ça impliquait les centres de torture qui ont lieu aussi en Afghanistan, ou aussi le cas des bombardements avec les problèmes que j'ai rappelés précédemment. Donc il pouvait le faire de sa propre initiative parce que l'Afghanistan est adhérent à la Cour. Il a ratifié le statut. Même s'il n'a pas déposé plainte lui-même, bien entendu, à ce propos-là auprès de la Cour, mais le procureur pouvait agir de sa propre initiative. Bon, alors on lui pose la question chaque année depuis quelques années, les uns et les autres, je pense qu'il y a aussi des gens dans cette salle qui le font, et chaque année il répond « j'étudie le dossier ». Alors je lui ai posé publiquement la question lors d'une conférence publique qui avait lieu il y a 2 mois, en juillet 2009, je lui ai reposé publiquement la question, et sa réponse a été, je vous le cite textuellement, et Simon Forman, donc président de la CFCP, pourra vous le confirmer, j'étudie les crimes commis par les talibans. Voilà, c'est la réponse qu'il a donnée. Bien, alors bon, il y a d'autres exemples, vous trouverez peut-être dans mon texte écrit ou dans d'autres qui concernent les tribunaux spéciaux, la compétence sénatoriale, mais je passe, et j'en viens directement à la conclusion, à une brève conclusion pour mon exposé. Alors, je voudrais bien encore dire que je ne veux pas ici critiquer de manière globale et générale. Globalement, on peut dire qu'il y a des avancées immenses, très importantes de la justice du droit et de la justice internationale, mais que malheureusement, dans le thème, mais pas à propos des crimes, encore une fois, des États puissants, qui sont les crimes de guerre et les crimes d'agression. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus ici, dans le cadre du thème de cette conférence. Cet après-midi, je compléterai mon exposé par quelques remarques concernant cette fois-ci les actions des mouvements de résistance. Mais pour l'instant, j'en reste aux États puissants pour ce matin. Alors, 3 remarques. Alors, la première question, c'est que, à propos de la justice internationale,
est-ce qu'une justice qui ne poursuit pas les crimes des États puissants, est-ce que c'est une vraie justice? Et à mon avis, bon, c'est un problème crucial. Et je pense qu'à ce niveau-là, d'ailleurs, la CPI, j'aimerais qu'on en discute plus tard, la CPI, je pense qu'on en reparlera plus tard à propos de la session Gaza, mais la CPI peut représenter un piège pour les organisations humanitaires. Les organisations humanitaires, vu ce qu'est le statut de la CPI, c'est la tendance naturelle, ont tendance à rechercher des cas où il y a eu, par exemple dans le cas des bombardements dont je parlais, il y a la tendance naturelle c'est de rechercher les cas des bombardements qui ont été menés donc de manière intentionnelle, délibérée, contre des civils en tant que tels. Il y a des cas comme ça, mais d'abord c'est difficile à prouver. Bon, si on prend le cas de Gaza, on en parlera demain, Israël n'y met pas du tout. S'il y a eu des cas où ça a été... Mais nous, on ne veut pas que ça, c'est pas notre politique. S'il y a eu des cas comme ça, on fera des enquêtes et on poursuivra les exécutants. Mais quand ils ont bombardé, par exemple, un centre des Nations Unies à Gaza, ils ont dit on avait des informations fiables sur lesquelles il y avait une présence du Hamas. Ce qui a été... Après, bon, les Nations Unies elles-mêmes ont dit que ce n'était pas le cas, mais elles n'ont pas bombardé intentionnellement. Elles l'ont fait parce qu'elles se sont trompées, mais ce n'est pas leur faute. Bon. Donc la tendance naturelle, c'est de rechercher ces cas-là. Mais le problème, c'est qu'en recherchant ces cas-là, donc d'une part, c'est difficile à prouver, et deuxièmement, au mieux, on va, et c'est ce qui sera probablement ce qui concerne Gaza, on va aboutir à des poursuites de quelques exécutants, et non pas des dirigeants, qui sont selon le protocole de 77, c'est les dirigeants qui devraient être poursuivis. Donc est-ce que ce sera une victoire du fait qu'on arrivera à ce qu'un petit nombre d'exécutants soient poursuivis? Les États-Unis ont poursuivi quelques exécutants aussi pour torture ou pour assassinat délibéré de civils en Irak. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on peut considérer que c'est une victoire ou non? Je ne sais pas, je ne connais pas la réponse à cette question. Je veux la soumettre à votre attention. Bon, alors, de manière générale, je voudrais aussi donc repréciser, dire un tout petit mot et je termine, sur ce problème que représente cette injustice internationale, que représente l'impunité des États puissants. Lorsqu'il y a eu le mandat d'arrêt de la CPI contre le chef d'État actuel du Soudan, beaucoup d'États arabes et africains ont protesté, vous le savez. Alors moi, ce qui m'a intéressé, j'ai regardé leurs déclarations, parce que bon, il y a eu des crimes commis au Darfour, ça c'est un fait. Donc, de la part du gouvernement soudanais, il y a eu des crimes commis au Darfour, même si, petite parenthèse, le Soudan a ratifié le protocole 1 additionnel à la Convention de Genève, donc de 1977, dont j'ai parlé précédemment, il l'a ratifié en 2006, le Soudan. Et effectivement, il semble, d'après les ONG présentes sur place, que les crimes commis par l'armée soudanaise ont beaucoup diminué après cette date, d'après ce que disent des gens comme Denis Roman ou autres. Bien. Alors je reviens donc à ce que je disais. Que disent les pays arabes ou africains qui ont protesté? Leurs protestations, si on les dit, ne sont pas du tout un soutien aux crimes qui ont été commis au Darfour, en particulier par le gouvernement et l'armée soudanaise. Bon, ce qu'ils disent, ils disent que ça ne va pas, parce que si justice doit y avoir, les règles doivent être claires, et doivent être les mêmes pour tout le monde. C'est ce qu'ils disent dans leur texte. Et donc, si on doit poursuivre des chefs d'État africains, comme le chef d'État du Soudan, eh bien, il aurait fallu aussi poursuivre les présidents des États-Unis tout d'abord. Et sur ce point-là, je suis obligé de reconnaître, je suis obligé de leur donner raison. Il y a un problème de fond, et donc et je pense que les questions, j'aimerais que ces questions-là, quelle doit être la position des organisations humanitaires, que doivent-elles faire, comment se comporter dans ces conditions, à cet égard, c'est un problème dont j'aimerais qu'il soit rediscuté. Et je dois dire que beaucoup de grandes organisations humanitaires ont quand même tendance à privilégier ce qui est positif dans les actions de la justice internationale et à mettre un petit peu, je ne dis pas qu'elles mettent de côté toutes ces questions-là, mais à les mettre un petit peu en second plan. Est-ce qu'elles ont raison ou tort? C'est une question qui, j'espère, pourra être rediscutée pendant cette conférence. Je vous remercie de votre attention.